On se retrouve dans ce troisième épisode de Génération et Psychologie et à mes côtés, maître Besma Maghrebi, pénaliste spécialiste en droit de la santé, et Tebaki Sriseyon, psychologue clinicienne qui nous accompagne avec son regard bienveillant sur les faits de société. Et donc cette émission, nous voulions qu'elle porte sur ce qu'on appelle les violences hospitalières. Et pour commencer et démarrer ce débat ensemble, nous aimerions, Besma, que tu nous présentes un peu un état des lieux, ton constat à partir de ton métier d'avocate, mais aussi à partir de ton histoire et de qui tu es. Qu'est-ce que tu constates sur le terrain et qu'est-ce que tu pourrais nous dire à propos de ce qu'on appelle les violences hospitalières? Alors déjà, ce qu'on peut constater en ce qui concerne les violences hospitalières, c'est que c'est un réel débat. Il y a un réel enjeu derrière ça, parce que lorsqu'on parle de violences hospitalières, on parle en réalité de maltraitance à l'égard des patients et des personnes qui sont confrontées à être en contact avec le système hospitalier. Et il y a tout un enjeu, il y a toute une politique qui a essayé d'être mise en place pour essayer de prévenir et lutter contre ça. Donc c'est assez compliqué à mettre en place, sachant que ça a été quand même un enjeu de santé publique qui a été mis en avant par la loi du 4 mars 2002 lorsqu'elle a été promulguée, sachant qu'elle est relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Donc c'est une loi très importante qu'on a prise pour essayer de lutter justement contre ça. Et on se rend compte aujourd'hui, on est en 2021, que c'est pas encore ça. Et en fait, quand tu dis lutter contre ça, concrètement, c'est lutter contre quel événement qui peut arriver à une personne dans notre système hospitalier? Alors là, du coup, il faudrait que je fasse une distinction entre les deux sortes de maltraitance et de violence qui peuvent exister. En fait, quand on est en contact avec le milieu hospitalier ou un établissement de santé privé, on a deux sortes de violences qu'on peut rencontrer. On a ce qu'on appelle les violences ordinaires et on a ce qu'on appelle les violences délictuelles. Les violences ordinaires, ça va être les violences institutionnelles, c'est-à-dire celles qu'on rencontre au sein de l'établissement de santé en raison de l'organisation de l'établissement de santé sans que ce soit forcément une infraction délictuelle ou une infraction pénale. Alors qu'en parallèle, on a les violences délictuelles qui, elles, sont des infractions intentionnelles, exceptionnelles. Je vais donner un exemple. Hein. Par exemple, lorsqu'on est confronté au système de santé et qu'on a un professionnel de santé qui va nous donner une information de manière très brutale. Par exemple, un diagnostic, bah, vous avez un cancer, vous allez mourir dans 2 semaines. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une violence ordinaire, c'est-à-dire une violence qui est vécue par le patient comme étant une maltraitance de la part de l'institution sans que ce soit forcément en soi une infraction délictuelle. Et on a à côté la maltraitance délictuelle et la violence délictuelle qui, elle, par exemple, va être ce qu'on rencontre lorsqu'on a des soignants qui vont frapper ou qui vont laisser dans leurs excréments, par exemple, des patients. Ça, c'est une sorte de maltraitance qui va être individuelle et qui va plus toucher de l'aspect pénal. Et alors, à quel aspect du droit ça touche quand effectivement, tu parlais de l'exemple d'une personne qui a le cancer et à qui on dit tu vas mourir dans 2 semaines, à quel espace du droit ça touche et qu'est-ce que le droit garantit à une personne par rapport à sa vie dans ce type de situation? Alors, c'est assez compliqué sans vraiment l'être, parce qu'en réalité, ça touche en matière de droit au respect de la loi du 4 mars 2002, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est une loi qui pose les droits des malades. Donc, dans les droits des malades, on a le droit à la dignité. Et là, ça touche à la dignité de la personne, du malade. Lorsqu'on lui envoie une information comme celle-là, extrêmement brutale, c'est très compliqué. Euh, et en même temps, euh, il y a toute une structure et il y a toute une organisation qui doit se faire au niveau de l'établissement de santé pour réussir à prévenir ce genre de problème et ce genre de situation, pour faire en sorte d'humaniser un peu plus le patient. Parce que là encore, si je rentre un peu plus dans les détails, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a une fissure qui est faite entre l'établissement de santé et le patient, où il y a une déshumanisation complète qui est faite du patient parce que on est face à une politique de santé où l'hôpital, la clinique sont là pour essayer de trouver des solutions face
à une maladie, comment faire pour soigner un individu face à cette maladie, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Et donc, on oublie le côté humain de la personne et on la transforme un petit peu moi, c'est ce que j'appelle un peu le sous-humain. C'est-à-dire qu'on devient un sujet, on n'est plus vraiment un être humain avec tous les droits qui peuvent découler en matière de droits fondamentaux. Et c'est là où la fissure se fait et qu'on est face à de la maltraitance et à de la violence qui peuvent provoquer des chocs extrêmement importants auprès du patient. Et là, je pense que c'est plutôt le volet psychologie qui entre en jeu. C'est une fissure qu'on a. En fait, on a une réelle fissure entre le monde hospitalier et la réalité du patient telle qu'elle est définie par le droit sur comment il doit être pris en charge. Il doit bénéficier d'une information claire, loyale, appropriée, on doit respecter sa dignité, on doit être consciencieux, on doit faire attention, on doit tenir compte de sa sensibilité, on doit lui donner une information délicate. Enfin, tout ça, c'est ce qu'on ne rencontre pas du tout, mais alors pas du tout aujourd'hui dans de nombreux établissements de santé, pour la simple et bonne raison qui est que les professionnels ne sont pas du tout formés à ça, qu'ils n'en ont du coup pas les compétences et très souvent ils n'en ont pas aussi l'envie, donc c'est un peu compliqué. C'est intéressant parce que du coup, c'est le droit finalement qui protège et puis qui répare d'une certaine manière la personne qui est dans ce monde hospitalier-là. Et ce discours que tu as, Besma, on en entend peu parler. Moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait finalement le droit de la santé qui garantissait à ce point ce que tu dis, la dignité. Et puis, c'est vrai que Tevak et moi, on travaille beaucoup sur ces questions de malades, sur ces questions de soins palliatifs aussi. Et cette déshumanisation dont tu parles, on a presque l'impression qu'elle est la norme, notamment dans certains soins. Je reprends la question des soins palliatifs et puis aussi dans ces annonces parfois très brutales. On l'a souvent vu, des personnes à qui on dit qu'il leur reste 2 mois, 6 mois, un an. Puis finalement, il y en a qui sont en vie 10 ans après, mais on leur a volé un bout de leur vie par une annonce qui est très violente. Donc Tevaki, toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire à partir de ce que tu as entendu de Besma et de ton expérience à toi de clinicienne? Quel constat tu fais? Qu'est-ce que tu te dis de tout ça? Alors moi, en fait, je pense qu'il y a différencier déjà plusieurs violences, parce que je pense que déjà, il y a une violence que l'État impose à l'institution. Vous savez, quand ils enlèvent justement, du budget et que, du coup, il y a une réduction d'effectifs qui amène du coup, à ce que, ces soignants, soient pas équipés, soient pas encadrés, soient pas bien formés, soient finalement aussi, à effectif minime, qui les amène du coup à aussi à être, dans cette pente glissante de ne plus avoir le temps justement pour l'humain. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi du coup effectivement, la violence du soignant envers le patient, mais aussi donc, des violences du patient envers le soignant. Enfin, il y a donc toutes ces violences qui seraient, à différencier. Mais je rejoins effectivement cette notion de déshumanisation. Je pense qu'il y a clairement, le fait que tout d'un coup, on arrive, au fait de finalement de voir juste un corps et qu'il y ait une perte d'identité du patient. Et du coup, le patient va se sentir dépossédé de son identité. Et je pense que ça, c'est super important de pouvoir le souligner parce que effectivement, là, on oublie tout l'aspect psychologique, tout l'aspect, de l'identité de la personne et en soi, là aussi, la question du trauma puisque, c'est traumatisant de se retrouver à l'hôpital. C'est traumatisant que ce soit pour une maladie, que ce soit pour un accident, que ce soit pour un traitement, c'est traumatisant et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de finalement de facettes, qui sont complètement, oubliées en fait dans ces espaces-là en fait, qui sont super importants. Et quand tu dis oublier, effectivement, c'est un peu comme si dans le monde hospitalier, moi, le constat que je fais, c'est que la psychologie, justement de l'être en vie n'est pas vraiment, mis en avant. Parce que, on le sait maintenant à quel point ça joue sur le mental, d'un un entourage qui va te connecter à la vie. Comme dans le cas contraire, les personnes qui ont eu une annonce, d'une maladie avec un pronostic de mort, potentiel et bien finalement elles peuvent aussi se laisser aller si ça n'a pas été bien entouré. Donc la psychologie est fondamentale autour d'une personne qui vit une grave maladie.
Donc, comment est-ce que finalement, dans un contexte déshumanisé, et là je te poserai la question à toi, Tevaki, et puis on reviendra à toi, Besma, comment dans un contexte déshumanisé, comme tu le décrivais, où on manque d'effectifs, on manque de moyens, on manque de formation, bien, finalement, des personnes qui sont gravement malades peuvent avoir l'énergie et en eux de se remettre. Est-ce que tu penses que le monde hospitalier tel qu'il est en France aujourd'hui est favorable justement à la guérison, en fait, de prendre soin de soi, arriver à aller de l'avant? Bah, en fait, justement, tu mets le mot parce qu'en fait, ça impacte le processus de guérison. On sait à quel point, quand on est soutenu, on sait quand on est apprécié, on sait quand on est, considéré, on sait quand on est finalement quand on existe en tant qu'être on sait en fait que ça a un impact sur la guérison. On sait que ça va forcément agir sur la maladie, ça va agir sur, la manière de comment la maladie même va se développer. Donc là, c'est une manière en fait encore une fois de réduire les chances, en réduisant les effectifs, en réduisant les moyens, en réduisant tout ça, en réduisant finalement, cet aspect humain encore une fois qui est très, très important. Et alors, Besma, en fait, finalement, quand on regarde ce qui peut se passer, cette question des violences qu'on peut trouver dans le monde hospitalier, parfois ça semble presque étrange parce qu'on entend des médecins, des infirmiers qui ont de grandes vocations, qui sont près des êtres humains, qui ont envie de les soigner. Et dans le même mouvement, tu peux entendre aussi des patients qui vont raconter des histoires traumatiques. Alors moi, j'en ai beaucoup, j'en ai entendu beaucoup, de la femme enceinte à qui on dira que son bébé est trisomique, donc pas de conditionnel, est trisomique. Finalement, elle va jusqu'au bout et puis son bébé n'est pas trisomique. Tout ça aurait pu être gravissime, elle aurait pu décider d'arrêter sa grossesse. Ou d'une autre personne qu'on condamne à quelques mois de vie et puis finalement, elle est toujours en vie. Ça fait 10 ans qu'elle est en vie, elle a toujours des métastases, mais elle est en vie. Puis elle le dira dans son récit de vie, pendant 2 ans, elle ne vivait plus. Donc on dirait presque qu'il y a un gap entre ces médecins, ces infirmiers qui prennent parole et qui ont les sangs pris dans leur vocation, et entre ceux qui témoignent d'une réalité hospitalière finalement déshumanisante et presque destructrice pour celui qui va passer par une maladie grave et à qui on répondra sans cesse tu es en train de mourir. Et puis là, je citerai une autre anecdote d'une personne que j'ai rencontrée sur mon chemin, qui avait rencontré un jour un oncologue qui lui avait dit moi, en tant qu'oncologue, je soigne des mourants. Donc, ce genre de phrase, on le sait, ne peut pas aider une personne à guérir. Et donc, toi, à partir de ton expérience d'avocate, et je le redis, d'humaine aussi, comment tu expliques ce gap entre ce qu'on peut entendre de certains qui ont la vocation et le côté déshumanisant qu'on peut attendre de ceux qui vivent la maladie et qui sont enfermés dans le système hospitalier? Alors, ça, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et en réalité, c'est un peu ce que j'évoquais, ce que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure. C'est que quand on a un professionnel de santé, un médecin, je vais faire simple, quand on a un médecin qui a une vocation qui est là pour soigner, le médecin, il est là pour soigner une maladie. Il est là pour guérir. Il n'est pas là pour, quand on le forme, quand il va à l'université, qui fait la fac de médecine, et d'ailleurs, il suffit de regarder le programme d'ailleurs des universités, il n'est pas là pour soigner l'âme de la personne. Il est là pour soigner sa maladie. C'est-à-dire qu'il met une distance entre la maladie qu'il doit guérir et ce pourquoi il a été formé et la vocation qu'il a, et l'être humain qu'il a en face de lui, c'est-à-dire l'âme qu'il a en face de lui. C'est presque si... C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de sous-humanisation. L'être humain n'existe plus. Ça devient une maladie. Et d'ailleurs, même quand ils en parlent, ils vont dire, je ne sais pas, par exemple, le cancer de la chambre tant, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as mis en place le protocole? Lui, sa vocation, c'est de soigner. C'est pas du tout, comme je disais tout à l'heure, de prendre soin de l'âme de la personne. Et c'est là où on a tout le problème. Et j'ai préparé un petit extrait que je voulais lire parce que je trouvais que c'est très révélateur en réalité de tout ce problème. C'est un médecin écrivain, alors je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Martin Winkler, qui a écrit sur la caste hospitalière. Et ce qu'il dit, à mon sens, c'est très juste parce que ça explique tout. C'est très court, mais c'est très fort. Il dit, donc en parlant justement des médecins et un petit peu de tout ce milieu-là, il dit « Ces brutes en blanc, écrivait-il, trahissent la déontologie et enfreignent les lois. Ce n'est pas un hasard. La caste hospitalière, profondément sexiste,
ne se consacre pas aux soins, mais à ces luttes de pouvoir. Dans les facultés, la formation éthique et psychologique est absente. Le savoir sous la coupe de Madanrin aux valeurs archaïques et l'esprit scientifique parasité par les industriels, comment s'étonner alors que tant de médecins se comportent en aristocrates hautains et non en professionnels au service du public. Et il dit tout, parce qu'ils ne sont pas formés à être des humains. Ils sont formés à soigner une maladie en déshumanisant la personne qui est en face d'eux. Alors, je sais que je vais me faire énormément d'ennemis en disant ce genre de choses, mais c'est hélas une réalité. Et c'est aussi pour ça que dans quasiment tous les services qu'on peut trouver dans les hôpitaux, on a souvent un petit bureau avec un psychologue qui va être là pour essayer un peu de réparer, vraiment je le dis entre guillemets, de réparer les bêtises des médecins, des internes, des externes, des soignants et de toutes les personnes qui vont pouvoir passer pendant la prise en charge médicale du patient. Et j'ai vu qu'il y avait un observatoire lié à l'État justement des violences hospitalières. Alors, est-ce que c'est une réponse à tout ce qui a pu être constaté ou finalement, quel est le rôle de ce bureau? Est-ce qu'il change les choses? D'où Alors, vient-il? cet observatoire est la réponse à la loi du 4 mars 2002 qui est là pour poser et mettre en place la qualité des soins et faire respecter les droits des malades. On s'est rendu compte qu'il y a plusieurs normes de certification qui sont censées être mises en place pour assurer la qualité de la prise en charge des soins dans les établissements de santé. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place cet observatoire pour essayer d'analyser surtout d'analyser d'où venaient les maltraitances, quelles étaient les maltraitances, comment les patients étaient pris en charge au sein de ces établissements de santé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de plaintes qui étaient faites. Du fait de la loi du 4 mars 2002, on a créé ce qu'on appelle la commission des usagers, qui est une commission qui est là pour recueillir les plaintes des patients et de leurs familles pour essayer de voir comment elles sont prises en charge. Et surtout, elles mettent en place des commissions une fois ou deux fois, on va dire, par trimestre, pour essayer de répondre à ces plaintes. Et avec la mise en place de ces commissions, eh bien, c'est de là que découle l'observatoire pour essayer d'analyser, essayer de comprendre un petit peu pourquoi les patients se plaignent, pourquoi ils se plaignent et de quoi ils se plaignent. Et c'est là où on s'est rendu compte, grâce à cet observatoire, et d'ailleurs, il y a une étude qui avait été faite par la Haute Autorité de Santé qui est extrêmement intéressante, qui explique en fait justement toutes ces sortes de maltraitances qu'on peut rencontrer au sein des établissements de santé, qui vont être la maltraitance qui va être liée au comportement de l'humain dans l'hôpital et les maltraitances qui vont être liées au comportement de l'institution et de l'organisation institutionnelle au sein de l'établissement de santé lui-même, qui va conduire à des plaintes des patients. C'est très intéressant. C'est un observatoire qui a été mis en place et qui est rattaché à l'Agence régionale de santé et qui est là pour normalement aider à améliorer la qualité des soins et améliorer la prise en charge du malade au sein d'un établissement de santé. Mais ça date de 2002 et ça continue encore et c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais donc, c'est quand même que notre État acte, valide qu'il y a une problématique à entendre en compte dans notre monde hospitalier. Alors, ils en ont complètement conscience. Ils en ont complètement conscience de ce problème-là. Et ils disent essayer de lutter justement contre cette déshumanisation qu'on peut rencontrer au sein des établissements de santé. Ils disent mettre en place notamment cette commission des usagers qui est là pour recueillir les plaintes. Ils disent essayer de mettre en place des équipes, une sorte de management dans l'établissement de santé qui va permettre de garantir la qualité des soins et de faire en sorte de tenir compte de l'aspect de l'être humain. Après moi, selon mon expérience à moi et ce que je peux constater, c'est que oui, ils essayent, ils le disent, mais le dire, ça ne suffit pas, il faut le faire. C'est-à-dire que quand on a une équipe qui est là, qui est mise en place pour essayer de structurer, de s'engager de façon à ce qu'on prenne mieux en charge le patient, et c'est d'ailleurs, c'est l'une des missions principales d'un chef d'établissement de santé. Sa mission, c'est de faire en sorte que le malade se sente bien dans son hôpital, qu'il soit bien pris en charge et qu'il ne se sente pas exclu du système de santé. Mais malgré ça, on est face à un réel problème parce que
voilà, ils vont mettre une équipe en place, mais le médecin n'est pas formé à ça. Moi, vraiment, j'insiste sur ce problème-là, qui est que les équipes ne sont pas formées à ça. Le médecin n'est pas formé à être humain. Il est formé à être, et j'adore ce qu'il dit dans son livre, à être un aristocrate autant. Et Tevaki, toi qui as travaillé à accompagner des personnes, notamment du cancer, d'un point de vue professionnel, mais aussi dans ta vie affective, quel constat tu fais de la réalité de terrain pour ces femmes, pour ces hommes qui vivent le cancer? Qu'est-ce que tu dirais finalement du parcours? Est-ce que c'est un parcours du combattant? Est-ce que c'est le cancer qui est le parcours du combattant? Est-ce que c'est parfois une certaine réalité hospitalière? Alors, je pense que c'est les 2 et je pense que c'est ça qui est le plus lourd pour les patients, c'est qu'il y a les 2. Il y a comme tu disais là, le parcours hospitalier, il y a aussi finalement ce qu'ils vivent, eux intimement, dans leur lien à leur corps et à la maladie et aux réalités de la maladie, donc à ce qui pourrait arriver et toute cette question de encore une fois de, mmh, de cette non prise en compte de leur identité en fait, à cet endroit-là. Je pense vraiment que, bah, là, je vous rejoins sur cette question de non-formation et on en avait déjà parlé Fanny. C'est que de toute façon dans beaucoup de métiers en fait, on est en contact avec l'humain. Je pense qu'une formation avec tu vois, avec la psychologie, devrait en fait être carrément quelque chose d'obligatoire, parce que parce on l'a vu dans l'émission précédente avec les policiers, là, on le voit avec, le milieu hospitalier. En fait, tout ce qui est en lien avec l'humain, on ne peut pas juste prendre, en fait, en considération un corps. On ne peut pas, le déposséder de son identité à toutes ces personnes-là et on oublie complètement la notion d'émotion. On oublie complètement la notion d'émotion. La peur, ils en font quoi de la peur? Ils en font quoi des sentiments, des angoisses? Ils en font quoi, en fait, de tout ça? En fait, on laisse les personnes tout seuls. On laisse les personnes dans une sphère très, 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 solitaire, et où en fait, ils ont à gérer ça. Parce qu'en fait, qui vient finalement, aider finalement l'individu à traverser ces moments-là, ces moments à l'hôpital? Donc on peut penser qu'il y a la psychologue du service, oui, c'est très bien qu'elle soit là. Il faudra encore, que les patients puissent, savoir si, ils en veulent ou pas. Est-ce qu'ils ont l'habitude? Est-ce qu'ils vont se sentir à l'aise? Est-ce qu'ils vont, vouloir faire appel à la psychologue? Donc il y a toute cette question-là, mais il y a aussi finalement comment on laisse l'individu, dans ce qu'il traverse, quelque chose de très intime, quelque chose de soit structurant, soit déstructurant, ça va dépendre des personnes et je pense que ouais, c'est compliqué. Je pense vraiment que c'est compliqué en fait, en soi, l'hôpital peut être même en soi, très 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 angoissant, hein, pour une personne. Une personne qui va à l'hôpital, ça peut déjà en soi l'angoisser, même pour aller voir juste des résultats. Donc c'est quelque chose qui est anxiogène en soi. Ça, on l'oublie. Et puis, il y a aussi ce que nous avions discuté, et une situation intéressante, Besma, qu'on pourrait parler ensemble, c'est que Tebak et moi, dans une série d'entretiens qu'on avait fait avec des femmes qui étaient atteintes du cancer, on a pu remarquer que parfois, à 10, 20, 15 ans d'intervalle, il se passe exactement la même chose. Et c'est par exemple une femme qui se fait opérer du sein et qui va se retrouver sans qu'on lui ait vraiment demandé son consentement, avec plein d'internes, parce que oui, il faut apprendre, et parce que là, c'est un corps qu'on va soigner. Puis il y a les internes qui vont discuter de l'opération. Et 20 ans avant, c'est la même chose. Une femme qui est opérée, qui va être opérée, on lui fait des marques sur sa poitrine. Puis il y a des internes autour qui, là aussi, quelque part, ils sont autour en train d'apprendre, mais ils sont en train d'apprendre sur un vrai corps, une vraie femme qui, dans sa chair, est en train d'être complètement désappropriée. Son corps ne lui appartient plus. Son corps devient un terrain d'apprentissage, un terrain de souffrance, finalement, elle est dans la zone de l'inconnu. Et ce qu'on a trouvé d'étonnant, c'est qu'en fait, ça n'a pas changé, ça n'a pas bougé. Ce récit, on l'a entendu d'une femme de 67 ans, je crois, qui avait eu un cancer quand elle en avait 40, et puis de quelqu'un de 30 ans qui a eu un cancer récemment. Donc en fait, il y a des espèces de grandes lignes profondément tristes et déshumanisantes qui ne changent pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais même dire que on rencontre ça chez des personnes de 30 ans, mais on le rencontre même chez les enfants.
parce que même dans les hôpitaux pour enfants, on rencontre ça. Parce qu'on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure, on est dans une politique de santé qui cherche à trouver le problème de la maladie. Donc, pour transmettre ce savoir qu'ils ont, ce qui fait d'eux les personnes qui sont les sachants face à des profanes, parce que le patient, il ne le considère pas, il n'est qu'un profane, eh bien, il y a toute une organisation qui est faite, et cette organisation, elle est faite de sorte que, là, si je reprends l'exemple que tu as donné du patient qui se retrouve entouré d'une équipe, eh bien, c'est parce que notre politique de santé est faite comme ça. Tant que la politique de santé ne changera pas, que ce soit il y a 50 ans ou même dans 40 ans, ce sera encore la même chose. Parce que si notre système de santé décide de transmettre le savoir toujours de la même manière, eh bien, ça ne changera pas. Et cette politique de santé, elle est faite comment? Elle est faite de sorte qu'on a un chef de service qui fait ses tournées dans... Il y a plusieurs services à l'hôpital. Là, ce dont tu parles, c'est le service des hospitalisations. Les personnes qui sont hospitalisées le matin, elles ont la tournée des équipes. C'est la tournée. Et cette tournée, c'est quoi? C'est le chef de service qui va passer avec son équipe dans toutes les chambres, auprès de tous les malades pour dire, voilà, celui-là, il a cette maladie, il a ce cas-là, le protocole voudrait qu'on mette ça en place. Est-ce que ça a été mis en place? Vous êtes interne, vous êtes censé faire telle ou telle partie du protocole, est-ce que vous l'avez fait? Vous êtes externe, vous êtes censé faire telle et telle partie du protocole, est-ce que vous l'avez fait? Et bien évidemment, le patient n'existe plus parce qu'ils sont là uniquement pour mettre en application la politique de santé. Ils sont là pour transmettre le savoir, ils sont là pour apprendre. C'est pour ça que je disais qu'on est face à un problème de formation. Et personne à ce moment-là, parce que j'en ai vu des patients qui justement se sont plaints de ça, à aucun moment, et c'est presque pathétique, on va lui demander si ça le dérange. Ce qui est le minimum. Quand on rentre dans la chambre, parfois ils vont frapper. Parfois ils vont dire voilà, c'est l'équipe, on arrive, on fait la tournée. Bon, le patient est au courant, il le sait, il est résigné quand il est en hospitalisation. Il sait que voilà, à 9h du matin, il y a toute une attirail de blouses blanches qui vont rentrer. Mais on ne lui demande pas. Est-ce que, s'il vous plaît, ça vous dérange? Déjà, on ne lui explique pas. Et ça, c'est le premier problème qu'on rencontre et la première violation qu'on a en matière de droit des patients, c'est le droit à l'information. C'est la base. Dans la loi du 4 mars 2002, on a le droit à l'information. Un patient n'est pas idiot. Et c'est ce qu'il faut, c'est le message à la limite qu'il faudrait leur faire passer à ces professionnels de santé. Un patient n'est pas idiot. Lorsqu'on lui explique, il comprend. Si on vient et qu'on lui dit, voilà, je suis le chef de service, je suis là pour vous aider, je suis là pour vous soigner, mais pour pouvoir vous soigner vous et pour pouvoir soigner d'autres personnes, j'ai besoin de former mes équipes. J'ai besoin de leur expliquer quelle est votre pathologie. J'ai besoin de leur expliquer comment faire en sorte pour qu'elles réussissent à bien vous prendre en charge. Comment faire en sorte de bien vous soigner pour vous guérir. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous gêne qu'elles puissent rentrer avec moi pour vous aider? Le patient ne dira pas non. Il va se préparer et il acceptera parce qu'on lui aura expliqué. Et il va peut-être même participer à cette conversation. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ils ne prennent pas le temps de parler, ils ne prennent pas le temps de communiquer, ils ne prennent pas le temps d'informer, alors que l'information, c'est la base des droits du malade. C'est la base. Et si on mettait en application ce droit-là, croyez-moi qu'on a 80% du contentieux en droit de la santé qu'on rencontre aujourd'hui qu'on n'aurait pas. Parce que... excuse-moi, je t'interromps, je dirais même, c'est même la base de la psychologie. Parce que si tu informes une personne de ce qu'elle vit, tu lui retires déjà l'angoisse d'être dans l'inconnu. Si tu redonnes à une personne malade la maîtrise sur son corps et sur ce qu'elle vit, tu lui donnes déjà le fait de reconnaître qu'elle est encore elle-même et qu'elle a en elle de se battre. Donc en fait, ce problème-là résoudrait deux problèmes. Celui du malade à qui on enlève son humanité et celui en droit à qui on enlève finalement les fondements des droits de l'homme. Donc en fait, c'est important cette information qu'on n'arrive pas à trouver. C'est la base. Mais on n'arrive pas à la trouver parce que, et vraiment, sur ça, je me répéterai toujours, les médecins ne sont pas formés à ça. Moi, quand je reçois des médecins, des fois, je reçois des médecins à mon cabinet qui viennent me voir et qui me disent, voilà,
voilà, j'ai un patient qui s'est plaint, je vais devant le conseil de l'ordre, voilà, il se plaint de ça et ça et ça et ça. Je lui dis, mais est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez qu'il pèse sur vos épaules une obligation d'information claire, loyale, appropriée à l'égard du patient que vous avez en face de vous? Il me regarde avec des yeux comme ça. Je comprends pas. Moi, je le soigne, je l'ai soigné, je lui ai fait son ordonnance, je lui ai donné son traitement, je lui ai dit de quelle maladie il était atteint. Non, l'information, c'est pas uniquement l'annonce du diagnostic et du traitement qui va avec, ce qu'ils apprennent à l'université, c'est une information claire, loyale et appropriée. Et ça, ils savent pas ce que c'est. Et tant qu'on leur expliquera pas et qu'on leur dira pas ce que c'est, ça ne changera pas. Et est-ce que toi, Tevaki, tu penses que ça pourrait venir aussi du fait qu'en Europe, et en tout cas dans la médecine française, on sépare encore trop le corps et l'âme? C'est-à-dire, en quelque part, c'est on soigne le corps, on ne prend pas en compte vraiment les maux psychiques, bon, bien que maintenant on parle de plus en plus de la somatisation et de la force du psychisme, mais on est encore trop dans une société où on soigne une conséquence, mais on ne cherche pas vraiment la source, et on ne cherche même pas la source dans ce lien étroit corps et âme que nous, les psychologues, finalement, c'est la base aussi de notre métier, de prendre en compte que notre corps impacte notre psychisme et notre psychisme impacte notre corps. Donc, est-ce que tu penses que le fait d'avoir une grande césure entre ces deux espaces joue dans la manière de vivre, de voir et de traiter une personne qui a une maladie? Oui, complètement. Ça rejoint la notion de manque de formation, et de connaissances sur, finalement l'humain dans sa totalité. Et du coup, là, on voit bien à quel point, en fait, bah, il y a pas de consentement et donc sous prétexte de vouloir transmettre donc le savoir, il y a un plein droit. Donc ils ont ce tout pouvoir et c'est comme ça qu'ils marche, mais en même temps, franchement, dans cette société, c'est pas étonnant, en fait. C'est pas surprenant parce que ça marche comme ça partout. On l'a vu dans l'émission d'avant, par rapport à la police. C'est dans tout corps de métier, il y a de l'humain, il y a, finalement la non prise en compte de la psychologie, puisqu'il y a pas eu formation et du coup, ben, en fait, on passe effectivement notre temps, avocate finalement comme, psychologue et probablement d'autres professionnels à réparer Mm. ce qui est en train de se mettre en place, en fait, de toutes les conséquences. Là, oui, il y a le manque de formation, par rapport à ça, le manque de connaissances, donc corps et âme, comme tu disais, mais il y a aussi finalement le fait hem, qu'en fait, d'emblée, on enlève l'aspect humain dans l'information. On enlève le plus important. En fait, c'est comme si, tu vois, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un principe de taylorisme. C'est-à-dire qu'on est dans le rendement, encore une fois, on est dans le fait de faire vite et du coup, il y a une violence, en fait. Il y a une violence dans la répétition. Il y a une violence dans l'automatisme et je pense on en est arrivé là, en fait. On en est arrivé à quelque Ouais. chose qui se répète, qui est automatique et qui finalement, ça se pose plus même question, en fait. On ne pose plus la question. On répète les mêmes gestes, on le fait le plus rapidement possible et on passe à la chambre d'après. Et du coup, c'est ce danger-là, ce danger en fait de finalement de se transformer en des robots parce que c'est ça, les robots ne prennent pas en compte cet aspect-là et ben, c'est de devenir finalement, humain, on l'est plus. On n'est plus nous-mêmes humains dans le rapport à l'autre et c'est hyper Bah, dangereux. c'est d'ailleurs ce qu'on leur apprend à l'université, hein. Quand ils commencent leurs études de médecine, on leur apprend que pour être efficace, il faut qu'il n'y ait pas d'affect. Il faut qu'il y ait de la distance avec le malade. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas soigner les membres de leur famille, les proches, parce qu'il faut mettre cette distance. Et cette distance, c'est justement la déshumanisation. Et le fait aussi finalement que, parfois certains praticiens vont justement dire qu'en fait, ils doivent se protéger, que c'est très dur d'être dans un environnement où il y a des personnes qui meurent, qui font face au pire et que du coup cette protection aussi aux attaques, c'est de toujours prévenir du pire.
Parce que ce que moi j'ai pu constater travaillant dans 2 pays, et puis c'est aussi le cas de ma collègue Tevaki, c'est qu'en Angleterre, on a une autre manière d'accompagner un malade. Alors, si on sort de l'idée de mieux ou moins bien, si juste on constate. Puis en Angleterre, ils vont juste se contenter d'exprimer ce qui est à un instant T. Ils vont pas dire tous les chemins possibles. Par exemple, une personne qui aurait la sclérose en plaques, on va lui dire ce qu'elle a à cet instant T, comment elle pourrait être soignée à l'instant T, mais il n'y aura pas cette espèce de politique de il se peut que dans 10 ans, 15 ans, vous soyez en chaise roulante, ça peut dégénérer très vite. Il n'y a pas, il y a pas toute cette espèce de pronostic très anxiogène. Alors pour moi, psychologue, c'est beaucoup plus facile d'accompagner quelqu'un qui souffrirait de la sclérose en plaques et puis qui aurait été soigné en Angleterre avec un autre type de discours que quelqu'un qui est soigné en France, parce qu'en France, il y a quelque chose d'assumé et qui est même dit comme un devoir et comme une protection pour les médecins de dire tous les pronostics, y compris le pire, pour que si le pire arrive, eh bien, le médecin ne soit pas attaqué. Et c'est là où je me demande s'il n'y a pas une espèce justement d'ignorance en termes de droit, ou sur quoi ça repose cette fausse croyance que finalement le médecin doit pronostiquer le pire pour ne rien risquer. Ça, c'est parce que juridiquement, l'article 1111-7 du Code de la santé publique prévoit que l'information qui est donnée au patient doit être une information, donc comme je disais tout à l'heure, elle doit être loyale, claire et appropriée, mais ça, elle doit l'être pour pouvoir recueillir un consentement éclairé du patient, mais c'est surtout que pour pouvoir, lui, se dégager de sa responsabilité, il doit informer de tous les risques. Il doit informer de tous les risques, à savoir des risques graves, non graves, des risques prévisibles et même exceptionnellement prévisibles. Parce qu'on part du principe que si on n'informe pas le patient, et ça, ce que tu dis concerne et touche surtout à tout ce qui va être prise de traitement médicamenteux ou de pratique d'un acte médical quant aux conséquences qu'elle pourrait avoir et à l'impact qu'elle pourrait avoir sur le patient. Parce que si le patient n'a pas eu une information complète, et qu'il consent à l'acte sans avoir eu cette information complète, on considère qu'il perd une chance de pouvoir refuser cet acte-là ou de pouvoir refuser la prise de traitement. Donc, on fait peser sur les épaules du médecin une information qui est extrêmement détaillée. Et le fait de mettre en place cette obligation d'information extrêmement détaillée, en soi, elle n'est pas censée conduire à la déshumanisation. Parce que bien que cette information doit être complète, elle doit être appropriée, c'est-à-dire qu'elle doit être adaptée aux capacités intellectuelles du patient que vous avez en face de vous. Vous devez vous adapter à lui. Vous devez faire en sorte de lui transmettre cette information de façon délicate, de façon compréhensible, en prenant le temps. On dit même justement pour les personnes âgées, par exemple, si vous ne pouvez pas donner l'information en une seule fois, faites-le en plusieurs fois. Essayez d'expliquer, d'y aller doucement, de tenter la reformulation pour essayer d'être certain que la personne ait bien compris. Mais ça, ils ne le font pas. Ils ont juste retenu que l'information devait être complète et donc qu'elle devait concerner tous les risques exceptionnels, prévisibles, pas prévisibles. Enfin, voilà, c'est complètement... ils sortent complètement de l'objectif principal de ce qui était prévu par la loi justement du 4 mars 2002 sur l'obligation d'information. Alors, est-ce que c'est pas dans cette espèce de subjectivité ou de flou que se niche la faille? Parce que là, j'ai un exemple récent d'une personne qui est enceinte, de quelques mois, qui a eu des saignements, qui s'est rendue à l'hôpital et puis elle a été analysée, tout allait bien, mais on lui a quand même dit que ça pourrait être les prémices d'une fausse couche et qu'elle devait faire attention. Donc, il n'y a pas du tout eu de fausse couche. Par contre, il y a eu énormément d'angoisse et du coup une répercussion sur sa santé physique pendant la semaine et les 15 jours qui ont suivi. Donc, par exemple, cette information-là, est-ce que là, on est dans le cadre de donner tout ce qu'il faudrait savoir, ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une mauvaise utilisation de cette loi? Quel est ton avis de pénaliste? Alors, moi, par rapport à ça, ils ont tendance à oublier que dans la balance du droit à l'information, il y a aussi le droit au soulagement de la douleur et de prendre en charge la douleur. Et ça fait partie d'un droit fondamental du patient. La prise en charge de sa douleur, c'est un droit qui est extrêmement important, qui est aussi issu de cette loi du 4 mars 2002. Quand on donne une information et quand on sait que cette information va faire mal, mais qu'on doit la donner parce qu'on est dans l'obligation d'informer, on doit aussi prendre en charge la douleur que cette information va provoquer. Donc, en fait, ils remplissent une obligation, mais ils en violent une autre. C'est-à-dire qu'ils remplissent leur obligation d'information,
mais en contrepartie, ils vont violer l'obligation qui pèse sur eux de prendre en charge la douleur du patient qu'ils ont en face d'eux. Et ça, ils en font totalement abstraction, ils oublient complètement. Donc, on va avoir le respect d'un droit, mais la violation d'un autre droit. Et comment il s'en sort, du coup, le médecin pour arriver à être dans le respect du droit, de son droit, et dans le respect de celui qui lui fait face? Eh bien, c'est là où il est censé apporter une information qui doit être délicate. Il doit faire attention à la manière dont il prend, dont il informe. Il doit essayer, si lui, il n'en est pas capable, il y en a, ils le disent, hein, moi, voilà, moi, je ne sais pas, c'est pas mon travail. Ils sont rares, mais ils dirigent, délégués. Ça fait partie aussi normalement, de l'intelligence que doit avoir un professionnel de la santé. Quand il ne sait pas, il doit reconnaître qu'il ne sait pas. Et quand il ne sait pas, il doit passer la main. Moi, je vous donne l'information parce que je suis obligée de vous la donner. Mais je sais qu'elle vous fait mal. Et comme je sais qu'elle vous fait mal, je vais vous diriger vers une personne. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez discuter avec elle, elle va vous expliquer. Ou si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser vos questions. Par exemple, la violation cette obligation de soulagement de la douleur, on la rencontre aussi beaucoup face à des professionnels qui ne sont pas disponibles. Le manque de disponibilité du professionnel de santé après l'annonce, ça aussi, ça pose problème. Si le médecin prend le temps, s'il se rend disponible, bah forcément, la douleur va être prise en charge parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'aller rechercher l'information, d'être angoissé, de ne pas savoir, bah ça augmente en fait le mal-être du patient et ça augmente sa maltraitance et sa déshumanisation. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Là encore, les professionnels de santé ne le font pas. Ils délèguent pas. Donc la notion de délicatesse, est-ce que c'est pas effectivement le centre de notre débat? Tu faisais référence à celui du mois dernier où nous discutions avec Abdoulaye Kanté, qui était de métier policier, où il y avait aussi la notion de psychologie en fait. Il y a une manière aussi de ne pas comprendre l'autre et que chacun finalement ne se comprend plus. Peut-être qu'à cet endroit-là, les médecins ont l'impression en France d'être dans leur bon droit d'information, alors qu'ils sont finalement dans leur mauvais droit de destruction par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le psychisme. Alors, par rapport à ça, ce serait ma première question. Qu'est-ce que tu en penses, Thévaki? Et puis, deuxième question, l'exemple que je donnais tout à l'heure de cette femme enceinte à qui on annonce une probable fausse couche et puis finalement, il n'y aura rien. Quel est son impact sur son corps, sur son rapport à son bébé? Qu'est-ce qui peut se passer, du coup, quand on a ce type d'annonce, même si après, c'est un happy ending et puis il ne se passe rien? Alors, la 1re chose par rapport à la délicatesse comme tu disais, bah, en fait, c'est encore une fois la non prise en compte de la psychologie, non pris en compte dans la formation, on l'a en fait finalement déjà dit. Il y a, cette non prise en compte finalement, elle est liée à la fois au fait que, bah, le médecin ne prend pas le temps pour la psychologie de la personne, mais, il y a aussi que comme, on peut le voir avec, finalement toute cette société, basée sur, ce principe-là du taylorisme où on est dans le rendement, il y a plus le temps en fait. Donc ce qui se passe, c'est finalement que l'État ne donne plus le temps, ne donne plus l'importance sur la psychologie. Finalement, tu sais, quand on voit à quel point, si tu veux investir quelque chose, tu peux, enfin, c'est-à-dire que si l'État voulait investir du temps, voulait investir de l'argent sur certains, aspects importants, il le ferait. Mais là, ce qu'on voit, c'est finalement que ça se réduit. Donc si ça se réduit, c'est que c'est pas important. Enfin, en tout cas, c'est le message que l'État envoie. Et C'est et les formations avec, finalement. C'est que la psychologie prend, très peu de place ou ne prend pas de place et la personne devient finalement, juste un corps et quand je repense, tu sais, à effectivement ces entretiens qu'on a fait avec, la notion du corps et de tous ces internes qui rentrent en fait, pendant que, la personne elle est, finalement, alitée, au niveau, dans sa chambre. En fait, c'est comme si on ne prenait pas en compte même, par exemple, la nudité de la personne. Comment chacun se sent dans sa nudité? Comment chacun se sent quand c'est exposé? En fait, il y a tout ça qui est enlevé et effectivement, c'est déshumanisant et en fait, c'est plus qu'un corps, en fait. C'est plus qu'un corps où on voit comment ça fonctionne pour en tout cas sous prétexte de la transmission du savoir, mais c'est plus qu'un corps et du coup, là, tout d'un coup, le patient doit
presque faire abstraction de sa psychologie. Il doit lui-même s'extraire de 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 qui il est pour pouvoir vivre ce qu'il a à vivre, puisqu'il a à le traverser au final. Mais tu vois, ça peut être là, cancer du sein, ça peut être le sein, à l'air, ça peut être aussi, des parties intimes à l'air. C'est toute cette, dans les accouchements par exemple aussi, comment en fait, tout d'un coup, bah, ça t'appartient plus encore une fois, tu es dépossédé de et de ton corps et de ton identité, quoi. Oui et puis, quand on sait en plus, si je reprends les questions de maternité, quand on sait à quel point le bébé est déjà impacté par tout ce qui se passe dans le ventre de sa maman, en termes de trauma et bien certaines formulations, certaines manières de dire, vont vraiment créer un impact entre la maman et son bébé, le vécu du nourrisson à l'intérieur de sa mère, de sa mère. Donc là, à cet endroit-là, il y a une question, on reprend peut-être le terme de délicatesse, mais aussi peut-être de méconnaissance. En fait, méconnaissance de l'impact que des mots peuvent avoir sur la santé du corps, même pas la santé du psychisme, la santé du corps. Puis il y a quelques années, on parlait beaucoup des violences justement gynécologiques ou des violences durant l'accouchement. Donc ça a ouvert la parole à beaucoup de femmes. Et on sentait bien qu'il y avait un espace de gap entre ce que les femmes dénonçaient et ce que les gynécologues avaient l'impression de faire, comme s'ils ne comprenaient pas, littéralement, ils ne comprenaient pas ce qu'on leur reprochait. Alors à cet endroit-là, je voudrais préciser qu'il y a aussi des médecins qui font leur travail admirablement bien. On en connaît tous des gynécologues qui sont vraiment très accompagnants, mais il y en a aussi qui ont fait ce qu'on appelle justement ces violences-là et qui n'ont pas compris pourquoi on leur reprochait ça. Donc Besma, est-ce que toi tu l'as senti il y a quelques années? Est-ce que dans ta clientèle tu en as vu quelque chose? Et quel est ton constat? Et qu'est-ce que tu en penses de cette difficulté à se regarder et à comprendre quelque chose de soi quand on te Al- dit là tu fais mal quelque chose? Bah alors là, déjà pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le médecin qui est surpris et qui ne comprend pas, c'est parce qu'en fait, tu as un médecin qui est en train de pratiquer un acte médical. Il apprend à effectuer un acte médical, donc il pratique son acte médical. Sauf qu'il oublie, en pratiquant son acte médical, c'est-à-dire ce pourquoi la personne vient le voir, bah, qu'à côté, il doit respecter les droits du malade. Et dans les droits du malade, on a un droit, là encore, qui est fondamental, qui est le respect de la dignité. Et le respect de la dignité, ça passe par le respect de son corps, par le respect de sa nudité, par le respect de sa toilette, par le respect de certains soins, par le respect de faire en sorte que, par exemple, quand on a des personnes qui sont hospitalisées, on ne les laisse pas dans leurs urines, on ne les laisse pas dans leurs selles. C'est le respect de la dignité. Et bien ça, il y a des médecins qui ont du mal à comprendre parce qu'ils se disent, moi je suis là pour faire un acte médical. On m'apprend que mon acte médical doit être consciencieux et conforme aux données acquises de la science. Je dois tout mettre en œuvre pour réussir à l'accomplir et à bien l'accomplir, et c'est tout. Parce qu'il oublie qu'il doit aussi, à côté, respecter le droit du malade, notamment le respect de la dignité. Et ils oublient aussi, et ça c'est un article que j'avais préparé parce que c'est assez incroyable quand même, qu'on ait des médecins qui oublient l'article 3 du Code de déontologie, qui a été inséré dans le Code de la santé publique, qui est l'article R 4127-3 du Code de la santé publique, qui dit que le médecin doit, en toutes circonstances, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensable à l'exercice de la médecine. Ça veut dire quoi, dévouement indispensable? Ça veut dire que quand on pratique son acte médical, on se dévoue aussi à son patient, donc on prend le temps. Ça signifie qu'on doit respecter son droit à l'information, qu'on doit lui respecter son droit au soulagement de la douleur et qu'on doit respecter sa dignité. Et le médecin oublie que ça, c'est son obligation à lui. Alors peut-être qu'il oublie les droits du patient, il oublie que la personne qu'il a en face de lui est un patient qui a des droits. Mais lui, médecin, il oublie son article 3 et l'obligation qui pèse sur ses épaules du fait de son code de déontologie. Et que s'il ne respecte pas ce droit-là, bien que le patient, lui, en face, peut engager sa responsabilité devant un tribunal, mais ça, c'est autre chose, il engage sa responsabilité devant ses pairs, c'est-à-dire devant le Conseil de l'ordre. Mais ça, il l'oublie. C'est quelque chose dont ils font complètement abstraction parce qu'ils sont là pour faire un acte médical. C'est-à-dire, on en revient encore à ce que je disais tout à l'heure, trouver une solution à un problème de la maladie.
Ils Et sont là comment, pour soigner. Besma, comment on peut avoir des lois finalement aussi bien faites? Parce que là, quand on entend les lois, on a vraiment l'impression que c'est des lois de terrain qui protègent le malade, qui justement lui fait être une personne malade et pas que sa maladie. Donc, dans ce cadre-là, la loi semble extrêmement bien faite et même, j'aimerais dire, très, très humaine. Qui est à l'origine de ces lois et qu'est-ce qui fait que sur le terrain, on en est aussi loin finalement? Alors, ce qui fait qu'on en est aussi loin aujourd'hui, c'est ce que moi j'appelle, et il y a beaucoup de juristes qui appellent ça comme ça, hein, c'est ce qu'on appelle le paternalisme médical. Le paternalisme médical, c'est le professionnel de la santé qui est le sachant. Moi, j'ai le pouvoir parce que je sais. Toi, tu n'as pas le pouvoir, tu ne sais pas. Moi, je suis médecin. Et c'est pour ça que je vous ai lu l'extrait de ce qu'avait écrit le médecin tout à l'heure quand il parlait de l'aristocrate hautain. Bah, le médecin, heureusement, tous les médecins ne sont pas comme ça, parce que surtout la nouvelle génération, ils commencent un petit peu à comprendre que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais quand on est médecin, bah, on est médecin. Donc, on a une certaine posture, donc on est fier. Et celui qu'on a en face de nous, bah, c'est un patient, c'est un profane, il connaît pas, il sait pas, c'est moi qui sais. Donc, c'est moi qui parle, c'est moi qui décide, et lui, il est là pour se laisser faire. Et donc, tant qu'on n'aura pas changé cette mentalité et qu'on ne luttera pas contre ce paternalisme médical, tant qu'on aura beau prendre des lois magnifiques, tant que ça ne changera pas. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de changer les mentalités par rapport à ça? Et après, ça, c'est ma position à moi, et peut-être que d'autres en auront d'autres. Mais moi, je pars du principe que tant que ces professionnels de la santé-là, ces médecins hautains-là, tant qu'on n'engagera pas leurs responsabilités, tant qu'on ne les traînera pas devant le Conseil de l'ordre, et tant qu'on ne les traînera pas devant les tribunaux, tant qu'on ne les forcera pas à changer leur mentalité, à respecter ces lois-là, tant que ça continuera. Parce que comme tu disais, les textes, on les a. Les lois, elles sont là. Elles sont belles et on peut les appliquer. Et même quand on regarde la structure et l'organisation d'un établissement de santé, c'est fait pour être respecté. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le responsable de l'établissement de santé, le directeur de l'établissement, il est censé mettre en place une équipe managériale qui est là pour mettre en application tout ça. On a au sein de l'établissement de santé une commission des usagers pour recueillir les plaintes des patients. On a un service qualité qui est mis en place au sein de chaque établissement de santé. On a une agence régionale de la santé qui est là pour veiller à ça, pour surveiller ça. On a aussi des recommandations de bonne pratique qui sont mises en place par la Haute Autorité de Santé qui sont là pour ça. Mais tant que l'humain, c'est-à-dire le médecin lui-même, ne se mettra pas dans la posture de celui qui doit respecter ces règles-là, elles continueront d'être violées. Et elles continueront d'être violées. Pourquoi? Parce que derrière, il n'est pas sanctionné. Et pourquoi il n'est pas sanctionné? Parce que les patients ne vont pas au bout. Parce qu'ils ont mal, ils sentent qu'il y a un problème qui s'est passé, mais déjà, ils sont dans l'ignorance de leurs droits. Ils ne savent pas qu'ils ont le droit de se plaindre. Ils ne savent même pas qu'une commission des usagers existe au sein de chaque établissement de santé. Et tant qu'ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas faire respecter leurs droits. Et c'est pour ça que moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois, et c'est un petit peu ma devise, c'est vous avez des droits, faites-les respecter. Vous ne savez pas que vous avez des droits, posez des questions, renseignez-vous. Vous avez le sentiment que quelque chose d'anormal se passe quand vous êtes dans un hôpital. Si vous avez ce sentiment-là, face à un pays qui est là pour défendre les droits de l'homme, c'est qu'il y a une règle derrière qui doit être là et qui a dû être créée pour vous protéger. Cherchez-la et essayez de vous en prévaloir au sein d'un tribunal ou au sein d'une commission. Et tant qu'il n'y aura pas ça, ces médecins-là continueront. Et toi, Thévaki, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que les choses pourraient se vivre autrement? Quelle serait pour toi la solution? Alors, On a un invité surprise. en fait, on a affaire de nouveau, tu sais, à la toute-puissance. La toute-puissance, C'est ça le paternalisme médical. et du coup, ça, c'est ce qu'on a pu voir, hein, déjà, hein, dans nos entretiens, le tableau de chasse, les médecins, toute cette question effectivement de position, de prise de pouvoir, et du tout pouvoir qu'il y a en fait en étant à cette enfin, en ayant ce statut et en exerçant ce métier et effectivement là, on est complètement dans quelque chose qui est déjà en fait finalement très, très loin de l'humain, très, très loin de la psychologie de la considération même de la psychologie des personnes et en fait on est dans des enjeux de pouvoir et là c'est quelque part l'effet pervers en fait pour moi. C'est l'effet pervers et juste pour répondre à la question précédente,
par rapport à cette personne qui a eu des saignements, à qui on lui aurait dit donc peut-être que c'est une fausse couche. En fait, les médecins alors oui, je comprends qu'il y a cette notion de dire, hein, tous ces risques, hein, toutes ces informations, que ce soit éclairé et cetera. Par contre, on oublie que cette information, elle se transforme en une graine et cette graine ensuite, elle se développe. Elle se développe dans le psychisme et qu'est-ce que finalement, le patient va en faire? Mm. Parce qu'au final, cette personne, elle est rentrée chez elle et elle a eu à faire toute seule, face à ses angoisses et donc du coup, on oublie, qu'est-ce que finalement, même le fonctionnement psychologique de la personne pourrait éventuellement créer. Alors ça va dépendre des personnes, mais en disant ça, des personnes pourraient somatiser. Et pourrait en fait, amener en fait à cette, à ce qui serait, justement, à valider ce diagnostic d'une certaine façon. Mm. Moi, je pense qu'on oublie encore une fois, tout l'impact en fait, encore une fois, oui, l'impact des mots, Mm. parce que c'est plus important finalement de se positionner dans ce statut, dans ce poste, dans cette manière de finalement d'habiter, sa place, en oubliant complètement en fait à qui on a affaire et puis en fait, je pense que toutes ces personnes-là ne savent même pas qui ils sont en fait. Ils sont en train de juste de vivre dans une jouissance. C'est une jouissance en fait, de quand on est dans la toute-puissance, c'est une jouissance et en fait, quand on est dans la jouissance, en fait, on oublie l'autre et on s'oublie aussi. Alors que Je- juridiquement, juste une petite précision, là, pour rebondir par rapport à ça, je pouvais faire une petite précision, c'est que au niveau du droit, on a là encore une solution à ce problème-là, qui est que normalement, lors de chaque annonce de pathologie grave, lorsque on a un patient qui va avoir une maladie chronique ou une maladie grave, un suivi psychologique doit être mis en place. C'est-à-dire qu'on doit l'accompagner, on ne doit pas le laisser seul. Juridiquement, il y a des textes qui sont prévus pour ça et ça fait partie de la prise en charge du patient. Tout malade chronique, normalement, doit avoir, en plus de sa prise en charge médicale, un suivi psychologique et une prise en charge psychologique. Et c'est quasiment jamais fait. Hein. Quand vous parliez tout à l'heure, toi, de paternalisme et puis Tevaki, tu parlais de toute puissance, j'ai l'impression que finalement, c'est un peu aussi ce qu'on peut constater parfois dans la magistrature. C'est qu'il y a des problématiques qui sont des problématiques d'individus et de profils. Tu disais la toute-puissance. Dans la toute-puissance, il y a de la jouissance. Parfois, dans la toute-puissance, il y a de la jouissance parce qu'il y a des biais cognitifs, parce qu'on a l'impression, effectivement, un biais, c'est que il faut faire informer de sa place de médecin et donc on est là pour asséner quelque chose. Un autre biais, c'est qu'on ne se rend même pas compte à quel point on est tellement confronté à la mort qu'on n'arrive plus à être confronté à la mort et au lieu d'être de plus en plus humain, comme certains, notamment la psychiatre Kübler-Ross qui a théorisé beaucoup de choses dans les soins palliatifs et qui a vraiment amélioré la médecine, une psychiatre américaine, bah parfois certains médecins se déshumanisent aussi par trauma. Mais après, ils en viennent quand même à être finalement dans une prise de pouvoir sur l'autre. Alors, ce ne sera peut-être pas de la toute-puissance, mais ce sera quand même une prise de pouvoir. Ce sera quand même, je t'enlève finalement ton individualité, je t'enlève ton métier, parce que parfois, dans ces rendez-vous, là, face à son médecin, quand on va être opéré, quand on a une maladie grave, je parle encore des personnes qui ont le cancer, quand elles font face à leur médecin, on leur enlève même où une personne qui était très attachée à son métier parlait de sa difficulté à ne pas pouvoir travailler, et puis le médecin qui lui dit mais personne n'est indispensable, vous n'êtes pas indispensable. Alors peut-être que le médecin pensait bien faire, mais en fait cette remarque, elle est juste tout simplement destructrice. Et à cet endroit-là, c'est peut-être même pas de la toute-puissance, c'est peut-être tout simplement ce que nous on appellerait de la névrose. Et je pense que on a tous de la névrose, ça Freud le dit très bien, de nos manquements et de là où on peut faire mieux, mais dans les métiers à pouvoir, c'est impardonnable en quelque part, parce que dans les métiers à pouvoir, le magistrat qui a des biais, par exemple, et puis qui peut juger à partir de sa croyance et non pas du droit, pour moi, c'est la même source problématique que le médecin qui va être en train de soigner un corps comme un bout de chair et puis qui oubliera que l'âme qui est à l'intérieur de ce corps est en train de souffrir et puis que du coup, la guérison ne pourra pas être totale. Donc j'ai l'impression que c'est aussi une question de profil, de personnes, comme tu disais, Tevaki, qui ne se connaît pas et que quand on est à des hauts métiers, eh bien, on devrait se garantir à soi-même
et à ceux qu'on soigne ou à ceux qu'on juge ou à ceux qu'on accompagne, d'être très lucide sur soi. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parfois une problématique de lucidité et de méconnaissance de pourquoi on agit de cette manière-là? Juridiquement, c'est la violation de l'article 3 du Code de déontologie médicale qui pose le principe selon lequel le médecin doit respecter la bonne moralité, il doit respecter la probité, il doit être humain en fait. Mais il ne le respecte pas parce qu'on est face à c'est ce que je disais tout à l'heure, face au paternalisme médical. C'est-à-dire que je suis le sachant, j'ai le pouvoir. Comme j'ai le pouvoir, eh ben, je l'exerce. Et le terme bonne moralité est dans cet article-là? Ah oui, le médecin doit en toutes circonstances respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine. Et quels sont, du coup, d'un point de vue juridique, les critères de moralité? Les critères de moralité juridiquement, ça va être alors, quels exemples je pourrais te donner? La bonne moralité, c'est alors là, c'est pas défini en tant que tel dans le. Je vais voir si on n'a pas des exemples. C'est pas défini en tant que tel. La bonne moralité, c'est le fait justement de prendre en charge un patient en respectant la personne qu'il a en face de lui, en respectant l'humain qu'il a en face de lui, en ne le déshumanisant pas, en ne le rangeant pas, enfin, en ne l'érigeant pas au statut d'objet. C'est compliqué à définir. C'est la bonne moralité, c'est-à-dire se comporter avec lui de façon digne, respectable. Voilà, c'est lui dire la vérité, ne pas lui mentir, se comporter de façon sage. C'est ça, avoir une bonne moralité. C'est ne pas être fourbe, c'est ne pas mentir, c'est ne pas être celui qui va être dans le leurre, qui va être dans le stratège. C'est tout ça, en fait. Le médecin est censé être de bonne moralité, c'est-à-dire qu'il doit dire les choses, se comporter dignement. Mais j'ai l'impression que dans cette moralité, on en viendra là, juste un petit point, dans cette moralité, il faudrait du coup rajouter, fait partie de la moralité, de se donner la connaissance et la compréhension aussi de l'impact des mots sur le psychisme et de l'impact du psychisme sur le corps, parce qu'on le sait maintenant, la neurobiologie le prouve, un organisme sain, c'est un organisme qui va bien. Et quand on est dans le stress, quand on a peur, quand on vit quelque chose de traumatique, il y a tout le système hormonal déjà qui se met en branle. On a de vrais symptômes physiques. D'ailleurs, l'ulcère, par exemple, qui est physique, a souvent une base psychologique. Donc, en fait, quand on reçoit une annonce telle qu'elle soit, il se passe vraiment quelque chose dans le corps. Et quand on fait une annonce d'une autre manière, avec douceur, avec délicatesse et donc avec morale, on a vraiment un gros pouvoir, mais là, positif sur l'autre. On peut vraiment changer le, et c'est ça que je voudrais peut-être que ceux qui nous écoutent l'entendent d'un côté comme dans un autre. Quand on prend le temps de parler d'une maladie à celui qu'on a en face de soi, quand on ne le condamne pas, quand on lui explique finalement autant les hypothèses positives que les négatives, parce que ce que la science appelle miracle, moi je ne dirais pas que c'est un miracle. Tous les jours, je le vois, des personnes qu'on a condamnées qui sont en vie, des personnes à qui on a dit tu ne marcheras plus, ben, elles sont en train de marcher. Donc, ce n'est pas une anecdote et je voudrais ça aussi que les gens l'entendent. On peut être condamné par la science et rester en vie très longtemps. Et on peut avoir une maladie dégénérative, on va dire c'est très grave, et pourtant on sera en bonne santé toute une vie. Et puis d'ailleurs, ce sera peut-être le médecin qui nous a annoncé ça, qui mourra avant nous. Donc en fait, les miracles de la science sont peut-être des normes pas assez analysées, pas assez théorisées, et puis on va avancer et peut-être qu'on focalisera plus sur le positif. Mais ce que je voudrais que les médecins entendent, c'est que en leur place de sachant, ils ont vraiment un gros pouvoir sur l'autre, et ce pouvoir, s'ils l'utilisaient bien, ce serait carrément un pouvoir entre guillemets de guérison, parce que si on sent qu'on a la possibilité de guérir, et ben cette possibilité-là, elle existe vraiment dans l'imaginaire, et le patient, le client peut se mettre en route vers sa guérison et pas vers sa mort. Et toutes ces petites violences qu'on peut entendre dans les soins palliatifs, et alors là aussi, je vais le répéter, parfois ils n'ont pas conscience que c'est des petites violences. Par exemple, de dire à quelqu'un qui aura un cancer, qui ne se sent pas être en train de mourir, qui se sent tout à fait en vie et qui va demander à une infirmière si c'est bon pour elle, si ça va pas être mauvais pour elle de prendre une aspirine, et puis l'infirmière qui va lui répondre
avec ce que vous avez. De toute façon, plus rien ne sert à rien, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Sous-entendu, la mort vous attend. Mmh. Ou ces médecins qui vont dire droit dans les yeux de quelqu'un qui est dans son lit et qui est malade, qui vont dire, de toute façon, enfin, vous avez par exemple, 25 de chances de rester en vie. Mais c'est terrible de chiffrer la vie et c'est terrible quand la personne est déjà à terre dans son lit d'hôpital, elle était dans la vie hier, elle était dans son métier hier et aujourd'hui elle est dans son lit d'hôpital, d'avoir ce genre de phrase. C'est violent et c'est contre ça, je pense qu'il faut lutter et que nos Et c'est métiers luttent illégal ensemble. aussi. Et Ben c'est voilà, c'est illégal. ça qui est intéressant. C'est illégal, c'est violent et c'est pour ça que ces rencontres sont importantes parce qu'il faut qu'on lutte contre ça et que les personnes qui sont malades et qui nous écoutent le savent aussi, que justement le droit les protège, mais que le droit leur dit quelque chose de réel, leur envoie un vrai miroir. Vous êtes en vie, vous avez des droits et la médecine est un pronostic, mais pas un diagnostic. Et que donc, il y a toujours finalement une possibilité d'être en vie. Et je pense que ça passe aussi par le fait d'avoir conscience de ses droits et conscience qu'on reste humain, même quand on est dans la posture du malade dans son lit et que parfois on n'a même pas la force de se lever, et ben on est en vie. Qu'est-ce que tu en penses, Tevaki? Alors, oui, je vous rejoins de toute façon là-dessus. On c'est reconnu que le stress est la source de toutes les maladies et là, quand là j'entends bonne moralité, en fait, on oublie, en fait, les profils pathologiques. Parce qu'on sait bien aussi que finalement, dans des métiers à pouvoir, il y a aussi des profils pathologiques qui vont finalement s'insérer. Et du coup, on en fait quoi en fait d'un médecin, d'un chirurgien, qui pourrait être en fait, pervers narcissique? On fait quoi des personnes qui sont finalement, tordues, qui ont des pathologies qui vont quelque part, finalement juste faire partie du personnage qu'ils veulent se créer? En fait, il y a toute cette question-là qui, encore une fois, n'est pas pris en compte. Elle n'est pas pris en compte, que ce soit du côté de la formation, du côté de l'État. En fait, à la limite, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ce soit effectivement effectif. Mais on ne prend pas en compte, encore une fois, à qui, en fait, on met nos corps et notre psyché en main, en fait. On le, on le donne à qui? On le confie à qui? Et je pense que ça, c'est encore une fois, dans les oubliettes. Et des mots qui reviennent là, c'est, violence et c'est condamnation. Mais on est complètement dans une condamnation psychique et corporelle, comme un viol psychique et corporel qu'on pourrait en fait, utiliser en disant quelque part que c'est une autre forme. C'est une autre forme de viol. C'est une autre forme en fait de condamnation. Il y a la condamnation corporelle, quand on condamne un corps, on condamne aussi la psyché. La personne va se sentir enfermée. Quand on va dire: «Ben, il vous reste pas, beaucoup de jours à vivre» ou «Votre bébé ne va pas, survivre», on est en train de condamner la personne même dans sa psyché, dans sa manière de comment elle va vivre, tout cet espace-temps. Donc c'est pas juste le corps qu'on condamne, c'est la personne dans sa totalité et aussi du côté du viol. Quand on est du côté de pas respecter, en fait, son intimité, quand on arrive comme ça, en fait, c'est une agression. C'est une agression et ça viole psychiquement, ça viole en fait cet espace-là qui encore une fois est intime et qui en soi, Qui est hem considéré comme un espace privé, hein, oui, juridiquement, la oui, chambre du patient. en plus et C'est considéré alors juridiquement, oui. bah et alors c'est un espace privé aussi, le psychisme d'une personne et son Mmh. corps avec et en fait on est en fait moi je suis vraiment là en train de questionner en fait à qui on confie toutes ces choses en fait. Parce qu'il y a le profil, il y a la formation. Il y a aussi, il y a aussi, hem, ben, parce qu'en fait, il y a des médecins qui vont avoir des traits névrotiques et eux, on pourrait les former. Eux, ils pourraient être plus réceptifs. Eux, ils pourraient faire finalement du travail qui finalement, construit, guérit et qui ne détruisent pas, en fait. On pourrait en fait, avoir, toute cette, possibilité de repenser en fait ce système, de repenser le fonctionnement, de créer justement, de donner plus de temps, de donner plus d'importance
à ces aspects-là, mais qu'il y ait aussi quelque chose qui fasse filtre, en fait, qui fasse filtre par rapport à ces pathologies, qui s'insèrent aussi dans ces corps de métier à qui on donne trop de pouvoir, en fait. Trop de pouvoir, en fait, à ce type de profil parce que c'est exactement là où il va y avoir construction d'un personnage, où il va y avoir jouissance, où il va y avoir destruction, où il va y avoir, en fait, un effet pervers pour certains et puis le fait aussi de leur donner cette jouissance de pouvoir, avec un mot, condamner une personne. Un mot, détruire une personne. Un mot, en fait, pour faire en sorte qu'il y ait un malaise et je pense que là, en fait, c'est trop. C'est un manque ouais, de professionnalisme même de la part de l'État, en fait, de laisser passer ça. Je pense que là, il doit y avoir encore une fois un filtre, des entretiens, qui prennent en compte, en fait, la les profils pathologiques et comme, en fait, au niveau des entretiens, on ne peut pas tout de suite les cerner, il faudrait que ce soit, en fait, même, vérifié au cours des années et à un moment donné que ce soit dénoncé. Vérifier, puis qu'il y ait des garde-fous. Je pense que vraiment, il faudrait que on mise sur l'enseignement, la transmission, la connaissance du corps et âme, la connaissance justement que juridiquement, il y a une intimité, psychiquement, il y a une intimité. Mais vous voyez, récemment, je crois qu'ils ont voulu faire passer une loi où alors je n'ai pas bien suivi, mais on aurait pu choisir, le sexe de son médecin. Est-ce que ça, tu l'as entendu, Besma? Est-ce que tu es au courant un peu de cette loi dont on a parlé dans les médias? Oui, de la loi qui empêcherait de pouvoir choisir le sexe Voilà, de son médecin, tu veux dire? voilà, oui. Oui, alors ça, c'est alors le droit au libre choix de son professionnel de santé et de son établissement de santé est un droit fondamental qui est inséré dans la loi du 4 mars 2002 et c'est un droit fondamental. Et là, en fait, ça a été évoqué dans la loi qui veut lutter contre le séparatisme, euh, où on a une certaine personne qui a dit bah, moi, je ne veux plus que certaines femmes refusent d'être soignées par des médecins hommes. Et donc, je vais mettre dans la loi un article qui va empêcher ça. Alors là, moi, j'ai été scandalisée. Hein. J'ai été scandalisée par ça parce que le droit au libre choix de son professionnel de santé et de son établissement de santé est un droit fondamental. On ne peut pas, pour lutter contre le séparatisme, venir toucher à un droit fondamental. C'est une liberté du malade. Le malade a le droit de choisir. Il a le droit de choisir son médecin parce que c'est une relation de confiance qui est censée s'instaurer entre lui et ce médecin. C'est un médecin qui est là justement, qui est censé rentrer dans son intimité. Donc, si on l'empêche de pouvoir choisir son médecin, on porte atteinte à son droit au respect de sa dignité. On ne peut pas, elle ne peut pas venir décider comme ça, en un claquement de doigts, venir réformer un article aussi important dans notre corpus juridique en matière de droit de la santé. C'est impossible. Et juste pour rebondir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, le médecin doit respecter et il doit donner son information et se comporter d'ailleurs avec tact et mesure. S'il ne se comporte pas avec tact et mesure, il engage sa responsabilité. Tu as parlé de garde-fous tout à l'heure. Les garde-fous, on les a. Les garde-fous, on les a face aux professionnels de la santé. C'est le conseil de l'ordre. On a le conseil de l'ordre des médecins, on a le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, on a le conseil de l'ordre des pharmaciens, on a le conseil de l'ordre des infirmiers, on a les garde-fous. Mais le problème, il est où? Le problème, il est que comme les victimes n'ont pas conscience de la violation de leurs droits, elles ne les saisissent pas. Parce qu'un médecin qui peut être égocentrique, qui peut être pervers narcissique, qui peut se prendre pour Dieu, bah, si on n'alerte pas justement les garde-fous et si on ne dépose pas plainte une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, comment est-ce que vous voulez qu'il soit sanctionné et que ça change? Ça ne peut pas changer. Mais tout simplement parce que cette information-là n'est pas portée à la connaissance de ces garde-fous. Donc c'est là où il faut informer les patients et qu'il faut informer les gens en leur disant vous avez des droits, n'hésitez pas à saisir, prenez une feuille et un stylo, écrivez un recommandé, envoyez-le au conseil de l'ordre et dites voilà, j'ai été voir ce médecin-là, il m'a annoncé une information de manière extrêmement brutale. Il a violé mon droit à l'information, il a violé mon droit au respect de ma dignité parce qu'il a fait ça.
une plainte, deux plaintes, trois plaintes, le médecin sera sanctionné. Et s'il est sanctionné par ses pairs, c'est pas comme être sanctionné par un juge. Quand il est sanctionné par ses pairs, quand il est sanctionné par sa corporation, bah, ça lui fait encore plus mal. Parce que justement, comme il se prend pour Dieu, et bah, quand c'est un autre Dieu qui vient le sanctionner, il va l'entendre, il va l'écouter. Mais pour ça, il faut les saisir. Et il faut les informer. Et il faut leur dire que ce professionnel n'a pas respecté les droits du malade. Et que le professionnel en question, même surtout quand on saisit le Conseil de l'ordre, au-delà des droits du malade, il n'a pas respecté son code de déontologie. Parce qu'avant de respecter le code de la santé publique et les droits des malades et la loi du 4 mars 2002, et même tous les principes fondamentaux qu'on va avoir dans notre constitution, bah, il a violé son code de déontologie médicale. Et ça, les médecins, surtout les membres du Conseil de l'ordre, ils n'aiment pas. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est donc moi je le disais là, la transmission et la formation. Et puis au niveau des patients, des personnes qui vont tomber malades ou de ceux qui font face aux médecins, c'est d'avoir conscience que en fait, il faut faire un tout petit effort, c'est-à-dire faire cette lettre, toquer à des portes, même si on est parfois vulnérable, et que le droit sera à leur côté. Juste pour revenir sur cette question du choix du médecin, là aussi, en fait, il y a à mon avis, c'est peut-être aussi le fond d'un problème qu'il faudra que nous parlions dans une prochaine émission, mais si on a des personnes dans notre gouvernement qui lancent comme ça des choses impossibles, comme limiter le choix, qui est un choix, tu le disais, d'un fondement humain, mais c'est même un choix, là aussi, c'est psychologique. En tant que femme, on peut très bien, quand on accouche déjà, là aussi, c'est compliqué tout d'un coup d'accoucher, que son corps soit Bah oui, autre chose que ce qu'on a toujours connu, eh bien, on peut ne pas avoir envie qu'il y ait des hommes autour de soi. Ce n'est pas forcément un choix religieux, ça peut être un choix de femme. Et c'est ça peut ça. être un choix de psychologie. Et ça peut être un choix d'histoire avec son corps. Ce n'est pas respecter l'histoire du corps de celui qui vit quelque chose que de maintenant vouloir imposer, c'est de l'imposition, un médecin sans qu'il puisse choisir le sexe de son praticien. Mais de toute façon, tu nous le dis, et puis d'autres avocats nous l'avaient dit Inconcevable. auparavant, c'est quelque chose qui n'est pas pensable. Donc c'est en fait, C'est c'est en fait inconcevable. c'est quelque chose, c'est peut-être un acte de communication, mais qui montre bien qu'il y a un problème. On ne parle pas des bonnes choses. Dans notre gouvernement, c'est pas toujours la bonne communication qui devrait venir et qui devrait là aussi mettre des garde-fous, nous parler d'humanité, nous parler de psychologie, nous parler finalement de comment entendre, écouter l'autre. Et donc peut-être qu'effectivement, ce type de débat, tel que nous les faisons, même si nous avons dressé quand même un constat assez noir de ce qui est aujourd'hui le monde hospitalier, eh bien c'est peut-être par là qu'on pourrait trouver des terrains d'entente et comment avancer. On arrive à la fin de cette émission, mais peut-être qu'on pourrait chacune finalement trouver un mot de la fin qui tire quelque chose de positif de ce qui, pas forcément du monde hospitalier, mais de ce qu'on peut faire, de ce qui est possible et de ce qu'on voudrait finalement que ceux qui nous écoutent entendent. Donc je te laisse tout d'abord à toi la parole, Besma, et puis ensuite toi, Thémaki, peut-être un mot de la fin. Alors moi, comme mot de la fin, peut-être que ce que je pourrais dire, c'est à toutes les personnes qui écoutent bah, qu'elles ont des droits et que les droits qu'elles ont sont des droits qui sont extrêmement importants, qu'il ne faut pas penser ou imaginer que c'est des droits qui sont fictifs et que tenter de les faire valoir, ce serait peine perdue, parce que partir du postulat que c'est peine perdue, c'est les laisser gagner et c'est leur dire qu'ils ont raison, et c'est surtout les laisser perdurer dans ce problème. On est dans un système qui essaye d'organiser, en tout cas au niveau des règles juridiques et de son organisation juridique, ce qu'on appelle la bientraitance. Et pour les aider justement à mettre en place et à faire en sorte que cette bientraitance qu'ils essayent d'appliquer puisse être mise en place, eh ben, il faut qu'en contrepartie et en parallèle, les patients fassent en sorte que leurs droits soient respectés. Et ils doivent faire en sorte que leurs droits soient respectés en n'hésitant pas à dénoncer. Vraiment, il faut dénoncer. Vous avez des droits. On a un code de la santé publique qui est énorme, qui est très bien fait. Vous avez des droits. Si vous vous sentez mal à l'aise face à une situation, si vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose d'anormal quand vous êtes en contact avec un professionnel de santé, posez-vous la question. C'est peut-être qu'un de vos droits est en train d'être violé. Et si vous avez un de vos droits qui est en train d'être violé, eh ben vous devez faire en sorte de le faire respecter. Et pour le faire respecter, il faut le dénoncer auprès des bonnes personnes et vous battre pour que votre droit soit respecté. Merci, Besma. Et toi, Thémaki? Alors, déjà, moi, je m'aimerais juste rappeler qu'on reconnaît le travail, de tous ces soignants qui le font bien, qui essayent, de faire de leur mieux dans le contexte
qui leur est imparti et donc de pouvoir en fait reconnaître, ceux qui finalement, se battent sur ce terrain-là. Concernant l'État, je pense qu'il devrait vraiment, vraiment mettre une importance sur, l'aspect psychologique, sur les formations. Je pense qu'il faudrait même que les soignants soient proactifs et qu'ils puissent en fait eux-mêmes demander une formation psy du côté, de l'État, tout simplement. Même si c'est après leur formation, qu'il y ait en fait une formation, même continue en fait, qu'ils puissent, continuer à se former. On n'arrête pas de se former, on est toujours en formation. Il faudrait que ça s'intègre au fur et à mesure et au fur et à mesure aussi de ce qui se passe. Parce qu'on voit par exemple que le covid, c'est encore une nouvelle chose. C'est encore, une nouvelle problématique à gérer pour ces soignants et donc du coup, il faudrait à chaque fois qu'il y ait, une prise en compte de ce qui se passe. Et concernant, les patients, oui, comme tu disais, Besma, il y a cette notion de savoir si, en fait, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne va pas, de, de tout de suite chercher à savoir si, son droit est violé. Mais encore, ce que je pense, c'est qu'il faudrait aussi que ces informations soient tendues aux patients. C'est-à-dire que ce soit aussi beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche parce que tout le monde, le monde juridique n'est pas en soi, toujours accessible, en fait, pour tout le monde. C'est très loin, en fait et parfois on se sent même pas concerné, et donc très vite on pourrait, en fait, se dire: «C'est pas pour moi» ou «Ça va pas marcher» ou «Ça va me coûter des sous». Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons et je pense qu'il faut créer une proximité, en fait, par rapport à ça donc entre ce monde juridique et les patients, pouvoir tendre ces informations aux patients, qui puissent finalement être éclairés déjà d'emblée de ses droits, de sa liberté, de pouvoir choisir et hem et encore une fois, ben, au cœur de tout ça, la psychologie, que finalement ce soit pris en compte, même finalement par le patient. C'est-à-dire qu'il puisse se rendre compte que là, tout d'un coup, j'existe que comme ça et ça ne va pas et de pouvoir mettre un stop, de pouvoir se donner le droit, de pouvoir finalement ne pas laisser le pouvoir à l'autre de décider pour lui et même s'il y a des choses angoissantes, même s'il y a des choses avec quoi il n'arrive pas trop à se battre et ben, faudrait pouvoir quand même se positionner. Se positionner et dire quelque part: «Là, vous allez trop loin, ça, je n'ai pas envie d'entendre». Parce que là, je suis même en train de penser, par exemple, à travers les entretiens qu'on avait fait, ben, d'une infirmière qui avait dit à une patiente, non, à une, à l'enfant d'une patiente, que sa mère allait mourir. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses comme ça qui en fait, faut mettre un stop. Faut mettre un stop pour pouvoir en fait aussi, se donner le droit et ne pas donner le pouvoir à l'autre. Merci Tevaki. Et j'ajouterais même une petite précision qui est que pour chaque personne hospitalisée, au moment de son entrée à l'hôpital, lorsqu'elle fait son admission, l'établissement de santé, qu'il soit public ou privé, est dans l'obligation de lui remettre ce qu'on appelle le livret du patient hospitalisé, dans lequel il y a tous ses droits qui sont indiqués. Donc, ce simple document est censé lui permettre de pouvoir avoir connaissance de ses droits, et en ayant connaissance de ses droits, forcément, elle peut faire en sorte qu'ils soient respectés. Puis je rajouterai à tout ça effectivement que ce que la science peut dire, ce sera toujours que un pronostic, ce sera ce qu'on sait à partir de la petite fenêtre de la science, mais comme je le disais avant, à partir du moment où vous pouvez entendre, où vous recevez une information, vous êtes en vie, et la fin de la toute-puissance, c'est effectivement de se redonner sa propre puissance, et sa propre puissance, c'est de savoir qu'il y a quelque chose qui dépasse de toute façon le regard du médecin et le regard d'un diagnostic à un instant T, ces hasards qui ne sont pas les hasards, cette espèce de mystère qui fait que certains restent en vie bien plus longtemps que ce que la science aurait dit, bien ils ne sont pas anecdotiques, ils sont une réalité. Et donc à tous ceux qui sont malades et qui nous écoutent peut-être, à tous ceux qui sont pris dans ce système hospitalier, ayez vraiment en tête que ce n'est pas forcément une question de miracle, ce qui reste en vie, ça peut être une question du corps qui sait se réparer, tout comme quand on se casse un bras ou quand on se casse quelque chose, eh bien les os se ressoudent. Et on peut avoir un cancer et je le redis, on peut guérir. On peut avoir une maladie grave et on peut guérir. La guérison n'est pas l'anecdote. La guérison peut être la norme et c'est très important d'avoir conscience d'à quel point le mental est important, à quel point il faut se connecter justement à la vie, au positif, à ne pas vous laisser voler
des moments de votre vie et même des moments de votre santé. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes sur ma route et c'est une chance, tant des malades que des médecins qui gardaient cette humanité. Des malades qui ont pu me prouver qu'on peut les voir mourants et puis ce seront ceux qui feront des tours du monde et puis qui sont toujours en vie. Des malades à qui on a dit qu'ils ne marcheraient plus jamais, qui ont arrêté, qui finalement ont arrêté leur manière de travailler. Là aussi, on fait des choses extraordinaires, ça les a poussés à faire des choses extraordinaires et ils sont toujours en train de marcher. Et puis j'ai vu des médecins qui, au cœur d'un système qui ne va pas, d'un système parfois toxique, se battaient auprès des malades en leur disant des choses extrêmement fortes que certains des patients qu'ils ont pu avoir sont des clients ou des personnes croisées sur ma route qui me parlent de ce qu'ils ont reçu de ces médecins. Et vraiment, je peux le dire en tant que psychologue, le médecin qui parle bien, il fait bien plus, mais il fait 1000 fois plus que simplement apaiser ou guérir un mot du corps. En fait, il répare les maux de l'âme. Donc c'est extrêmement important. Et c'est peut-être ça le sens de cette émission et le sens des débats que je suis heureuse que nous ayons eu aujourd'hui et que j'espère on va continuer d'une autre manière. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci pour tous vos mails et puis on se retrouve dans une prochaine émission.